C'était le jour où j'ai été promue directrice. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, mon mari Daniel, qui était habituellement en retard, était déjà là. Il avait préparé une fête surprise juste pour moi. Et à ce moment précis, quelque chose s'est produit qui a glacé mon sang, un choc qui a bouleversé mon monde. Pendant l'année qui a suivi notre mariage, je pensais que ma vie était la définition même de la perfection. En tant que fille unique de Harrison Vance, le redoutable fondateur de Vance Consolidated, l'une des plus grandes sociétés de développement du pays, j'avais été enveloppée de soie depuis ma naissance, ne manquant de rien. Les gens disaient que j'avais de la chance, mais j'ai toujours cru que la plus grande chance de ma vie était de rencontrer et d'épouser Daniel Morgan. Il ne venait pas d'un milieu fortuné, mais il avait une volonté farouche et un talent exceptionnel. Plus important encore, il m'aimait de tout son cœur. Du moins, c'est ce que je croyais. L'entreprise qu'il dirigeait alors, Vance Morgan Développement, portait le nom de ma famille, mais c'était en vérité un cadeau de mariage de mes parents pour nous deux. C'était l'aboutissement du dur labeur de mon père, une entreprise qu'il avait confiée à son gendre chéri en mettant tout en jeu. Je m'impliquais rarement dans la gestion de l'entreprise, consacrant mon temps à m'occuper de la petite famille dont j'avais toujours rêvé, créant un foyer chaleureux et aimant. La vie s'écoulait paisiblement jusqu'à ce fatidique mardi après-midi. Ce jour-là, Daniel m'a dit qu'il avait un voyage d'affaires urgent à Miami, une ville côtière à quelques heures d'avion de notre maison à Greenwich, dans le Connecticut. Il a dit qu'un client l'avait appelé pour une réunion d'urgence et qu'il ne serait probablement pas de retour avant le week-end. J'étais un peu déçu que nos projets de voir un film ce soir-là soient annulés, mais j'ai rapidement aidé à préparer son sac de voyage, l'exhortant à être prudent et à prendre soin de sa santé. Il a embrassé mon front, son sourire chaleureux et ses yeux doux exactement comme il l'était toujours. « Sois sage pendant mon absence, a-t-il dit. Je serai de retour dès que le travail sera terminé. » Alors que je regardais sa voiture disparaître au bout de la longue allée, j'ai ressenti un vide étrange dans un coin de mon cœur. Le vaste domaine m'a soudain semblé froid et immense. J'ai erré dans la maison, m'occupant de tâches triviales, mais mon esprit était ailleurs. Soudain, je me suis souvenu de l'appartement de luxe à South Beach que mes parents nous avaient acheté avant notre mariage. Nous l'avions à peine utilisé, le prêtant occasionnellement à des amis proches lorsqu'ils passaient leurs vacances en Floride. Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me demande à quoi il ressemble maintenant, ai-je pensé. Et si j'y allais, que je le rangeais un peu et que je faisais une surprise à Daniel? Un sourire s'est dessiné sur mon visage alors que j'imaginais l'expression d'étonnement sur le sien. Sans une seconde d'hésitation, j'ai pris mes clés de voiture, j'ai conduit jusqu'à l'aéroport et j'ai réservé le prochain vol pour Miami. 3 heures plus tard, je me tenais devant la porte d'un appartement haut de gamme au 25e étage, surplombant les eaux scintillantes de South Beach. Tout était aussi calme et luxueux que dans mes souvenirs. J'ai glissé la clé dans la serrure, incapable de cacher mon excitation. Mais au moment où la porte a grincé en s'ouvrant, je me suis figé. L'espace intérieur n'était pas l'endroit vide et silencieux que j'avais imaginé. Une musique légère flottait depuis l'intérieur, et dans l'entrée, une paire de sandales de créateur rose pour femme était posée soigneusement sur le tapis. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Daniel aurait-il pu le prêter à un ami en oubliant de me le dire? J'ai essayé de me rassurer en poussant prudemment la porte pour entrer. Juste à ce moment-là, une jeune femme est sortie de la chambre. Elle était vêtue d'une tenue d'intérieur confortable, ses cheveux attachés en une queue de cheval haute. Elle avait un beau visage, mais il y avait une lassitude dans ses yeux. Ce qui m'a vraiment horrifié, c'était le petit garçon d'1 an dans ses bras, une tétine à la bouche. En me voyant, elle a sursauté, ses yeux se remplissant immédiatement d'une méfiance acérée. « Excusez-moi, qui cherchez-vous » Sa voix était claire mais inconnue. Je restais là comme une statue, l'esprit en déroute. Qui est cette femme? À qui est cet enfant? Pourquoi sont-ils dans notre maison? 1000 questions ont envahi mon esprit, mais une voix de raison m'a dit de rester calme. J'ai pris une profonde inspiration et, bien que je sente les muscles de mon visage se crisper, j'ai forcé un sourire aussi naturel que possible. Oh, je suis tellement désolé. N'est-ce pas l'unité 251? J'ai dû me tromper d'étage. La jeune femme m'a examiné de la tête aux pieds. En voyant ma tenue élégante et mon expression déconcertée, sa garde a semblé baisser légèrement. Elle a hoché la tête. Oui, c'est bien le 251. Si vous me dites qui vous cherchez, je peux peut-être vous aider.
Oh, non. Tout va bien. J'ai dû perdre la tête un instant. Toutes mes excuses pour l'intrusion. J'ai parlé rapidement, me tournant pour partir. J'avais besoin d'un espace calme pour assimiler ce chaos. Mais juste au moment où je me retournais, le bébé dans ses bras a soudain éclaté en sanglots. Elle a rapidement essayé de l'apaiser. Chut. Tout va bien, mon doux Léo. Papa sera bientôt là. Papa Daniel t'apporte plein de cadeaux. Les mots Papa Daniel ont frappé mon cœur comme un poignard. Mon corps tout entier s'est figé. Daniel, mon mari, Daniel Morgan. Non, ce n'est pas possible. Ce doit être un autre Daniel. J'ai essayé de me raccrocher à ce fil d'espoir fragile, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. Je devais connaître la vérité. Au moment où elle a dit « Papa Daniel », mon monde a semblé s'arrêter. Je n'entendais plus les cris du bébé, le bruit lointain des vagues ou le bourdonnement du climatiseur dans le couloir. Il n'y avait qu'un silence de mort et un vide qui menaçait de m'engloutir tout entière. Je me répétais que ce n'était qu'une coïncidence, que c'était un nom commun. Mais au fond de moi, une voix cruelle me hurlait d'arrêter de me mentir. Juste à ce moment-là, son téléphone portable a sonné dans sa poche. Tenant le bébé d'un bras, elle a tâtonné pour le sortir de l'autre. Un sourire éclatant et doux s'est répandu sur son visage en voyant le nom de l'appelant. Elle a répondu avec empressement, sa voix maintenant remplie d'une affection enjouée qui était complètement différente de sa lassitude précédente. Allô. Coucou, chérie. Où es-tu? Je me suis plaqué contre le mur à côté de l'entrée, hors de vue, le cœur battant contre mes côtes. Je ne pouvais pas partir. Une force invisible me retenait là. Je devais entendre. Je devais savoir qui était l'homme à l'autre bout du fil. Oui, le bébé et moi on attend. Léo a été un peu agité aujourd'hui. Je crois que son papa lui manque, dit-elle en gazouillant pour l'enfant. L'homme au téléphone a dû dire quelque chose car le sourire sur ses lèvres s'est encore élargi. Tu l'as vraiment acheté? Le sac dont je t'ai envoyé la photo? Oh mon Dieu, ce truc coûte plus de 15 000 $. Tu es le meilleur. Je t'aime. 15 000 $. Le chiffre a été comme une éclaboussure d'eau glacée sur mon visage. Daniel, mon mari, qui me disait toujours que l'entreprise traversait une période difficile et que nous devions nous serrer la ceinture, qui disait que nous devions montrer l'exemple aux employés en étant économes. Le même Daniel qui, pour notre anniversaire, avait refusé ma demande d'un simple collier en diamant valant quelques milliers de dollars, en disant « Chérie, est-ce vraiment le moment de faire des achats aussi extravagants ?» Cet homme dépensait maintenant une fortune pour un sac à main pour une autre femme. Ma gorge est devenue sèche et un goût amer a rempli ma bouche. La conversation a continué, et chaque mot qu'elle prononçait était un nouveau coup de couteau dans mon cœur saignant. Oui, Léo est sage. Oh, chérie, allons voir ce nouveau projet d'appartement dans le Design District ce week-end. Mon ami dit que c'est incroyable. Ils ont même une piscine privée sur le toit. Prenons un pour que Léo ait de la place pour jouer quand il sera plus grand. D'accord. Sa voix était douce comme le miel. Mais pour moi, c'était le son le plus dégoûtant au monde. Elle vivait dans la maison que mes parents m'avaient achetée, et demandait à mon mari de lui en acheter une nouvelle. MHM. Je sais que tu m'aimes et que tu aimes Léo plus que tout. D'accord. Conduis prudemment. Je vais commencer à préparer ton dîner. On se parle bientôt. Bisous. L'appel a pris fin. La femme, rayonnante de bonheur et de satisfaction, est rentrée à l'intérieur. La porte de l'unité 251 s'est refermée, et le silence est revenu dans le couloir, mais une terrible tempête venait de commencer à faire rage en moi. Le doute n'était plus permis. Le mari que j'avais aimé et en qui j'avais eu toute confiance m'avait trahi. Non seulement il avait une maîtresse, mais aussi un fils d'1 an. Cela signifiait qu'il m'avait trompé depuis le début de notre mariage, ou peut-être même avant. Toutes ces paroles d'amour murmurées, les gestes tendres, les promesses d'un avenir heureux, tout cela n'était qu'une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Une vague de nausée m'a soulevé l'estomac. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Les larmes ont commencé à couler. Des larmes chaudes et amères. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Est-ce que je n'étais pas assez? Pas assez jolie? Est-ce que je ne l'aimais pas assez? Pourquoi me ferait-il ça?
Je lui avais tout donné, le succès, l'argent, le statut et mon amour inconditionnel. Et voilà ce que je recevais en retour. La douleur s'est transformée en une autre émotion, quelque chose de terriblement froid et vide. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien brisé. Je suis juste resté là, dans ce couloir vide, et j'ai laissé la cruelle vérité dévorer mon âme. Les froides promesses qu'il avait murmurées à une autre femme avaient déjà tué mon cœur. Les larmes coulaient sans fin, mais je n'émettais pas un seul son. Pendant un instant, j'ai voulu entrer de force dans cet appartement et tout révéler. Je voulais confronter Daniel et hurler, pourquoi? Je voulais gifler cette femme qui avait détruit ma famille. Mais alors, une autre image a traversé mon esprit, mes parents. Mon père, qui avait placé toute sa foi et ses attentes en Daniel, lui confiant même l'entreprise qu'il avait bâtie toute une vie durant. Ma mère, qui aimait Daniel comme son propre fils. Si je faisais un scandale, à quel point serait-il navré? Cette liaison deviendrait un scandale public et causerait de graves dommages à la réputation de Vance Consolidated. Je ne pouvais pas agir de manière égoïste, en ne pensant qu'à ma propre douleur. Et Daniel, il avait tout planifié si parfaitement, me trompant si complètement pendant si longtemps. Est-ce qu'un homme comme lui admettrait simplement ses torts, ou nierait-il, essayant peut-être même de rejeter toute la faute sur moi? Non. Les confronter maintenant était le pire geste possible. Cela pourrait m'apporter un moment de satisfaction éphémère, mais ce serait suivi d'une tempête de conséquences que je ne pourrais pas gérer. Je pourrais tout perdre, et lui et cette femme pourraient s'enfuir avec les fonds de l'entreprise que j'avais fournie. Une raison froide et dure a lentement commencé à prendre le contrôle de mes émotions. J'ai essuyé mes larmes et pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon sang-froid. La douleur était toujours là, une souffrance lancinante. Mais par-dessus, une détermination d'acier commençait à prendre forme. Je ne serai pas brisé. Je ne laisserai pas un traître et sa maîtresse vivre heureux sur ma souffrance. Ce qu'ils m'ont pris, je le récupérerai, tout, avec les intérêts. Comme si de rien n'était, j'ai gardé une expression composée et j'ai marché calmement vers l'ascenseur. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un café tranquille près de l'immeuble, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée. J'ai commandé un café noir, sans sucre. Le goût amer m'a aidé à m'éclaircir les idées. Assise là, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, les voyages d'affaires urgents et de plus en plus fréquents de Daniel, les appels qu'il passait toujours à l'extérieur, les dépenses vagues sur ses relevés de cartes de crédit qu'il justifiait comme des divertissements pour les clients. Toutes ces petites pièces auxquelles je n'avais jamais prêté attention s'assemblaient maintenant pour former une image parfaite et dégoûtante d'infidélité. Il m'avait trompé systématiquement et méticuleusement. Dans ce cas, je lui rendrais l'appareil avec mon propre plan, un plan précis et cruel pour lui faire payer tout ce qu'il avait fait. Environ 1 heure plus tard, j'ai vu la voiture de location familière de Daniel s'arrêter devant l'immeuble. Mon cœur s'est de nouveau serré. Il est sorti de la voiture. Dans ses mains, il y avait un grand bouquet de roses et plusieurs sacs de shopping de luxe. Son visage était illuminé par l'anticipation, rayonnant d'un bonheur que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il n'avait aucune idée que sa femme Traille observait toute cette scène d'un coin à proximité. J'ai levé mon téléphone, zoomé autant que je pouvais, et capturé le moment. La photo n'était pas parfaitement nette, mais elle suffisait pour reconnaître Daniel et les cadeaux qu'il portait. Ce serait la première preuve. Alors que je le regardais entrer joyeusement dans le bâtiment, je ne ressentais plus de douleur. Au lieu de cela, une fureur froide a commencé à monter. Le plan avait commencé. À partir de ce moment, je n'étais plus la femme naïve et dévouée, Eleanor Vance. Je deviendrais quelqu'un d'autre, une femme qui savait calculer, être patiente et reprendre ce qui lui appartenait. Dans cette guerre, je serais la gagnante. J'ai pris une gorgée de mon café. L'amertume s'est propagée dans ma bouche, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Après ce jour-là, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. J'étais toujours l'épouse douce et attentionnée. Quand Daniel est revenu de son voyage d'affaires, je l'ai accueilli avec un sourire et j'ai préparé un dîner chaud. Il n'a remarqué aucune différence, jouant parfaitement le rôle du mari aimant. Il a déblatéré sur la pénibilité de son voyage, rempli de négociations contractuelles difficiles. J'ai écouté chacun de ses mensonges en silence, le cœur rempli de rien d'autre que du mépris. Plus sa performance était parfaite, plus mon désir de vengeance grandissait.
La première étape de mon plan était de me rapprocher de l'autre femme, Laura. J'avais besoin d'en savoir plus sur elle, sur sa relation avec Daniel, et surtout, j'avais besoin de rassembler plus de preuves. Mais je ne pouvais pas apparaître comme la femme de Daniel. J'avais besoin d'une identité différente, d'un déguisement parfait qu'elle ne soupçonnerait pas une seconde. J'ai passé près d'une semaine à observer Laura. Ce n'était pas difficile. Grâce à un contact qui travaillait chez l'opérateur téléphonique, j'ai obtenu son numéro en me basant sur les appels fréquents du téléphone de Daniel. À partir de là, j'ai trouvé ses comptes sur les réseaux sociaux. Laura n'était pas une personne prudente. Elle publiait fréquemment des photos de son fils, de cadeaux coûteux et de repas dans des restaurants chics, mais elle masquait ou recadrait toujours habilement le visage de l'homme avec qui elle se trouvait. En parcourant sa page personnelle, j'ai vu, derrière le style de vie somptueux si généreusement offert, une solitude profonde et un désir de reconnaissance. J'ai appris sa routine quotidienne. Le matin, elle emmenait son fils se promener dans un parc voisin. L'après-midi, elle faisait ses courses à l'épicerie ou au centre commercial. Elle ne semblait pas avoir d'amis proches à Miami. C'était toujours juste elle et le bébé, un duo solitaire. C'était la faiblesse que je pouvais exploiter. J'ai décidé d'orchestrer une rencontre fortuite. Je me suis préparé méticuleusement. J'ai choisi une tenue élégante mais pas trop voyante, j'ai appliqué un maquillage léger et j'ai conduit une voiture différente, une que Daniel n'avait jamais vue. Je voulais créer l'image d'une femme accomplie, amicale et accessible. C'était par un après-midi pluvieux. Je savais que Laura irait à l'épicerie, j'avais vu son post sur les réseaux sociaux disant que son réfrigérateur était vide. Je suis arrivé là-bas la première, je me suis garé et j'ai attendu patiemment dans un café en face. Effectivement, peu de temps après, Laura est apparue, poussant une poussette avec son fils. J'ai attendu qu'elle soit dans le magasin depuis environ 30 minutes avant de passer à l'action. Je suis monté dans ma voiture et je me suis garé près de la sortie, en attendant. La pluie a commencé à tomber plus fort. Comme je l'avais prédit, quand Laura est sortie du magasin, ses mains étaient pleines de sacs de courses et elle luttait pour pousser la poussette d'une main. Juste à ce moment-là, les cieux se sont ouverts et la pluie s'est mise à tomber à verse. Elle semblait désemparée, et quand le bébé a commencé à pleurer au bruit du tonnerre, elle a cherché frénétiquement un abri. C'était ma chance. Je me suis approché lentement d'elle, j'ai baissé la vitre et j'ai dit « Excusez-moi, la pluie est terrible. Puis-je vous raccompagner ? Je vais de toute façon dans cette direction. Je peux vous déposer chez vous. » Laura m'a regardé, les yeux remplis de surprise et de suspicion. Elle a hésité. J'ai affiché le sourire le plus gentil et le plus inoffensif que j'ai pu trouver. « S'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé. J'ai juste de la peine pour le bébé. Il va attraper froid avec ce temps. Allez, je ne suis pas une mauvaise personne. » Peut-être était-ce parce que j'étais une femme et que je parlais doucement, ou peut-être que la situation était tout simplement trop difficile pour elle, mais Laura a accepté d'un signe de tête. Je suis rapidement sorti de la voiture, j'ai ouvert le coffre et je l'ai aidé à charger ses courses et à installer le bébé dans le siège auto que j'avais commodément préinstallé. Chacune de mes actions était naturelle et experte. « Merci infiniment, » dit Laura, poussant un soupir de soulagement une fois confortablement installée dans la voiture. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » « Je vous en prie. »« C'est un plaisir d'aider, » ai-je dit, commençant à conduire et entamant la conversation. « Je m'appelle Eleanor, au fait, mais vous pouvez m'appeler Ellie. »« Oh, Léo, il est tellement beau. »« Absolument adorable, » ai-je dit, jetant un coup d'œil au bébé dans le rétroviseur. Une douleur aiguë a transpercé mon cœur. L'enfant ressemblait tellement à Daniel, mais j'ai rapidement réprimé cette émotion et gardé le sourire aux lèvres. La rencontre fortuite, orchestrée par mes soins, s'était déroulée parfaitement. Laura, ne se doutant de rien, venait de tomber dans le premier de mes pièges. Alors que la voiture avançait doucement sous l'averse, j'ai essayé de créer une atmosphère confortable pour que Laura se confie. J'ai mis de la musique instrumentale douce. La ville à l'extérieur n'était qu'un flou de pluie, mais à l'intérieur de la voiture, c'était chaleureux et plaisant. « Alors, où habitez-vous ? Je vous y emmène, ai-je demandé chaleureusement, comme si nous étions de vieilles amies. Laura m'a donné les indications pour l'appartement de luxe que je connaissais déjà si bien. Tout au long du trajet, j'ai dirigé la conversation avec expertise. J'ai commencé par me plaindre des défis de l'éducation des enfants,
inventant des histoires sur mon neveu bien-aimé, bien que je n'en ai pas. Cela doit être si difficile de s'occuper de Léo toute seule. J'ai gardé mon neveu pendant seulement une demi-journée, et j'avais l'impression que mes bras et mes jambes allaient tomber. Mes paroles ont semblé toucher une corde sensible chez Laura. Elle a soupiré, regardant la rue pluvieuse, une pointe de mélancolie sur le visage. C'est parfois difficile, Ellie, mais quand je pense à mon fils, je trouve la force. Heureusement, son père nous aime énormément. Il travaille incroyablement dur pour que nous puissions vivre confortablement sans aucun souci. C'est merveilleux, ai-je dit, continuant à guider la conversation dans la direction souhaitée. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de trouver un homme bon qui aime sa femme et son enfant. Votre mari doit avoir beaucoup de succès. Aux éloges envers son homme, le visage de Laura s'est illuminé. Elle ne pouvait cacher sa fierté. Elle a commencé à se vanter, ce qui était exactement ce que j'attendais. Oh, oui. Il est incroyable. Un homme qui s'est fait tout seul, vous savez. Il a bâti son entreprise, Vance Morgan Développement, de toutes pièces. Elle devient une firme très réputée, tout cela grâce à son dur labeur. Il a dit que l'entreprise portait le nom d'un ami très important de son passé. J'ai serré le volant fermement, mes ongles s'enfonçant dans le cuir. Vance Morgan Développement. Le nom que mon père nous avait donné, rempli de tout son amour pour sa fille unique, était maintenant déformé par Laura en un souvenir d'un prétendu ami important du passé. Daniel ne se contentait pas de nier mes sentiments, il effaçait les contributions et les sacrifices de ma famille. Il avait fabriqué une histoire de réussite personnelle pour tromper cette maîtresse naïve. J'ai ravalé ma rage et continué à jouer le rôle de l'auditrice impressionnée. Waouh, c'est incroyable. Il est beau, il est réussi, et il adore sa femme et son enfant. Vous êtes une femme très chanceuse, Laura. Mes compliments ont rendu Laura encore plus vantarde. Elle a commencé à raconter à quel point Daniel la choyait, les objets de créateurs coûteux qu'il lui achetait, et comment il avait promis de faire d'elle et de leur fils sa famille officielle bientôt. Il m'a dit-elle d'une voix pleine de conviction, attends encore un peu. Une fois qu'il aura réglé quelques détails ennuyeux, il viendra nous chercher. Il a dit que Léo et moi sommes sa vraie famille. Pendant que Laura bavardait avec animation, j'ai discrètement activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone, que j'avais placée dans la console entre nos sièges. Je l'avais déjà orienté pour capter parfaitement le son. Chaque mot prononcé par Laura était clairement enregistré. Pour rendre les choses plus concrètes, j'ai posé une question cruciale. Léo ressemble tellement à son papa. Il doit être un homme très beau. Laura a gloussé, le rire heureux d'une femme amoureuse. Oui, tout le monde dit que Léo est le portrait craché de son père, surtout son nez et sa bouche. Elle a tracé le contour du visage de l'enfant endormi. Et puis elle a innocemment admis le seul fait que je connaissais déjà mais que j'avais besoin de voir confirmé, eh bien, après tout, c'est le fils de Daniel. L'enregistrement était terminé. J'avais obtenu des preuves irréfutables de leur relation, de l'enfant caché et des mensonges de Daniel sur les origines de l'entreprise. La voiture est arrivée au parking souterrain de l'appartement. J'ai aidé Laura avec ses sacs. Avant de lui dire au revoir, j'ai dit, c'était si agréable de discuter avec vous aujourd'hui, Laura. Je viens d'emménager à Miami il n'y a pas si longtemps, donc je n'ai pas beaucoup d'amis. Si vous êtes d'accord, peut-être pourrions-nous échanger nos numéros et prendre un café un de ces jours. Laura a accepté volontiers. Il semblait qu'elle aussi avait besoin d'une amie à qui se confier. Après avoir enregistré nos numéros respectifs, je suis parti. Assise dans ma voiture, j'ai réécouté l'enregistrement. La voix claire de Laura remplissait l'habitacle, parlant du bonheur dont elle jouissait, un bonheur construit sur des mensonges et sur ma douleur, mais je ne ressentais plus de colère. Cet enregistrement était la première balle que j'avais chargée dans le barillet de ma vengeance. Après notre rencontre fortuite, Laura et moi avons commencé à discuter plus fréquemment. Je lui envoyais un message la première chaque jour, lui demandant comment Léo mangeait ou lui envoyant des conseils parentaux trouvés sur Internet. Je jouais le rôle de la grande sœur protectrice et de la confidente, toujours prête à écouter. Comme je m'y attendais, Laura a rapidement commencé à me voir comme son ancrage émotionnel. Elle me racontait tout, de la promesse de Daniel de lui acheter une nouvelle voiture à ses plaintes concernant le stress qu'il subissait à cause de sa vieille big de femme à la maison. À travers les mots de Laura, la version de moi qu'elle décrivait était celle d'une femme agaçante, qui ne le soutenait pas et qui rendait la vie de son mari difficile, un obstacle à leur véritable amour.
C'était ironique d'entendre parler de moi-même du point de vue d'une tierce personne. Mais j'écoutais patiemment, offrant des mots de réconfort et une empathie feinte. Ne t'inquiète pas, disais-je souvent. Un homme capable comme Daniel va sûrement tout régler bientôt. Tu as juste besoin d'être forte et d'être son pilier. Mes encouragements ont poussé Laura à me faire encore plus confiance. Elle n'avait aucune idée que la grande sœur à qui elle confiait son cœur était la même vieille bique dont elle parlait avec un tel mépris. J'ai délibérément orchestré d'autres rencontres fortuites. Une fois, sachant que Laura emmenait son fils pour ses vaccins, je me suis présenté à la même clinique, prétendant être là avec my neveu. Nous nous sommes assises côte à côte dans la salle d'attente, partageant les soucis de la maternité. Une autre fois, sachant qu'elle aimait une marque particulière de vêtements pour enfants, j'ai acheté quelques jolies tenues et les ai offertes à Léo, disant que c'était un cadeau pour le fils de ma petite sœur. Chaque fois que nous nous rencontrions, je portais des vêtements luxueux et conduisais des voitures chères et des voitures dont Daniel, bien sûr, ne savait rien. Je projetais systématiquement l'image d'une femme accomplie, riche et libre. Je voulais construire dans l'esprit de Laura l'image d'un modèle auquel elle pourrait aspirer et une femme qui pourrait vivre comme une reine sans dépendre d'un homme. Progressivement, Laura a commencé à me traiter comme une véritable sœur. Elle m'a invité chez elle pour dîner et m'a présenté à Léo comme sa très spéciale Tata Ellie. En la voyant me servir des plats qu'elle avait probablement appris à cuisiner pour Daniel, en entendant l'enfant de mon mari m'appeler Tata Ellie, mon cœur se remplissait d'un mélange complexe de douleur et d'amertume. Mais par-dessus toutes ces émotions régnait un sang-froid glacial. J'étais sur la bonne voie. Cette fausse amitié était la couverture parfaite. Elle m'aidait non seulement à recueillir plus d'informations sur Daniel et Laura, mais c'était aussi un outil pour exécuter la phase suivante de mon plan. Naïve et confiante, Laura était devenue la pièce la plus importante sur l'échiquier de ma vengeance. Elle n'avait aucune idée que chaque secret et chaque confidence qu'elle partageait avec moi la rapprochait, elle et son amant, d'un pas de plus vers le bord du précipice. Parfois, quand je voyais le sourire innocent de Léo, un pincement de culpabilité m'envahissait. L'enfant n'y était pour rien dans tout cela. Mais ensuite, le souvenir de la trahison de Daniel, des nuits sans sommeil passées dans l'agonie, éteignait cette faible lueur de pitié. Je ne pouvais pas me permettre d'être faible. Si je ne frappais pas la première, ce qui serait détruit serait moi et ma famille. Je me disais que ce n'était pas seulement pour la vengeance, c'était de l'autodéfense, un combat pour me protéger et protéger ce qui m'appartenait. Cette amitié était peut-être un mensonge, mais en ce moment, c'était mon arme la plus tranchante. Tandis que les graines du conflit entre Daniel et Laura étaient semées par la pression financière, je commençais à exécuter la phase suivante de mon plan, un mouvement critique pour dépouiller complètement Daniel de son pouvoir chez Vance Morgan Développement. Je devais le transformer, de PDG compétent en un simple prête-nom inutile. Un matin, à la surprise de nombreux employés, je me suis présenté au bureau. Par le passé, je faisais rarement acte de présence. Les gens ne me connaissaient que comme l'épouse du PDG, une femme riche menant une vie de loisirs. Daniel lui-même fut assez surpris de me voir dans son bureau. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, une pointe d'agacement dans la voix. « Il se passe beaucoup de choses au bureau. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer ?» J'ai esquissé le doux sourire que j'avais pratiqué d'innombrables fois devant le miroir. Je m'ennuyais juste à la maison. De toute façon, cette entreprise est à mon nom. Ne puis-je pas venir voir comment tout le monde travaille ? Peut-être apprendre une chose ou deux de toi. Daniel ne put trouver de raison de refuser et accepta à contre-cœur. À partir de ce jour-là, je suis venu au bureau tous les jours. Au début, je restais simplement assise tranquillement dans son bureau, lisant des documents et examinant des rapports, sans intervenir d'aucune manière. Je voulais lui donner l'impression que j'étais juste là pour tuer le temps. Quelques semaines plus tard, une fois que Daniel se fut habitué à ma présence, j'ai fait mon premier mouvement. « Chérie, dis-je un après-midi, tu as rendez-vous avec Monsieur Chen, notre partenaire immobilier, plus tard, n'est-ce pas ? Puis-je venir avec toi ? Je veux apprendre comment tu négocies avec les clients. » Daniel hésita un instant. Monsieur Chen était l'un des partenaires les plus importants et les plus influents de l'entreprise, mais voyant mon expression impatiente et apparemment naïve, il ne put se résoudre à dire non. Il pensait probablement qu'une femme qui ne connaissait rien aux affaires n'aurait aucun impact et pourrait même aider son image. Ce fut l'erreur fatale de Daniel. Il avait oublié que j'étais la fille d'un homme d'affaires chevronné. Dès mon plus jeune âge, j'avais accompagné mon père à des réunions,
écoutant ses enseignements sur l'analyse de marché et les tactiques de négociation. Le sens des affaires était dans mon sang. Lors de la réunion avec Monsieur Chen, j'ai très peu parlé. J'ai juste écouté et observé. Mais quand les négociations ont stagné sur quelques clauses de prix, j'ai discrètement pris la parole. Je n'ai pas parlé de chiffres bruts, j'ai parlé du partenariat à long terme, de la confiance associée à l'avance consolidée de mon père, et des avantages stratégiques que nous pourrions créer ensemble à l'avenir. Mes paroles étaient douces mais avaient du poids. J'avais subtilement rappelé à Monsieur Chen le véritable pouvoir derrière Vance Morgan Développement tout en présentant une vision plus grandiose. Monsieur Chen, un vétéran du monde des affaires, comprit immédiatement la situation. Il me regarda avec une expression complètement différente, empreinte de respect. Finalement, l'accord fut conclu à des conditions bien plus favorables que ce que Daniel avait anticipé. Sur le chemin du retour, Daniel me regarda avec une expression complexe. Il semblait satisfait du succès du contrat, mais il y avait aussi une pointe d'inquiétude. Il commençait à réaliser que je n'étais pas aussi simple qu'il le pensait. J'ai maintenu ma façade innocente. Ai-je dit quelque chose de mal? Je disais simplement ce que j'avais en tête. À partir de ce jour, sous prétexte de vouloir apprendre, j'ai assisté à toutes les réunions importantes de Daniel avec les clients. Progressivement, j'ai appris à connaître tous ses partenaires et j'ai noué des relations solides avec eux. Ils ne me traitaient plus seulement comme la fille de Harrison Vance, ils commençaient à me respecter pour mon intelligence, ma compétence et ma vision. Les partenaires ont commencé à m'appeler directement au lieu de Daniel. Les nouveaux contrats m'étaient envoyés pour examen en premier. Daniel commençait à se sentir mis sur la touche. Il perdait le contrôle de son travail. Il essaya de rencontrer quelques clients seuls pour reprendre pied, mais il échoua. Aux yeux des partenaires, j'étais désormais la directrice de facto de Vance Morgan Développement, la décideuse finale. Le territoire qu'il dirigeait autrefois fièrement était maintenant lentement mais sûrement envahi par moi. Il devenait un PDG fantôme dans sa propre entreprise. Entre le stress au travail et les exigences incessantes de Laura, Daniel devint de plus en plus irritable et épuisé. Il ne prenait plus la peine de cacher son inconfort chaque fois qu'il me voyait au bureau. Mais comme j'étais la propriétaire nominale de l'entreprise, il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, mon lien de sororité avec Laura devenait encore plus profond. Laura me voyait comme sa seule issue, une sauveuse à qui elle pouvait confier tous ses problèmes. Elle n'avait aucune idée que la personne causant indirectement tous ses problèmes était sa chère Ellie. Un soir de week-end, Laura m'appela. Sa voix était inhabituellement excitée. « Ellie, allons boire un verre. J'ai quelque chose dont je veux me vanter. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Tu as l'air si heureuse, demandai-je, feignant la curiosité. »« Daniel m'achète cet appartement. Il a même versé la compte cet après-midi. »« Je suis tellement ravie, Ellie. » La voix de Laura résonnait dans le téléphone. Un frisson me parcourut l'échine. Daniel avait détourné une autre somme importante des fonds de l'entreprise. Le prix de sa folie devenait de plus en plus élevé, mais en surface, je prétendais être heureuse pour elle. C'est incroyable. Félicitations. Nous devons fêter ça. Nous avons convenu de nous retrouver dans un bar chic sur le toit d'un hôtel de Manhattan. Laura était déjà là quand je suis arrivé. Elle portait une robe rouge frappante, son maquillage était élaboré, et elle ne pouvait cacher son expression triomphante. Elle pensait probablement que cet appartement solidifiait sa position dans le cœur de Daniel. Nous avons commandé des verres et Laura a beaucoup bu. Elle n'arrêtait pas de trinquer, divagant sur le bel avenir qu'elle et Léo auraient dans leur nouvelle maison, et comment Daniel avait promis de divorcer de sa femme pour l'épouser bientôt. Je le savais, bafouilla-t-elle légèrement. C'est moi que Daniel aime le plus. Comment cette vieille sorcière peut-elle seulement se comparer à moi? Elle est vieille, laide, et ne peut même pas avoir d'enfant. Ces mots étaient comme des poignards, s'enfonçant profondément dans mes vieilles blessures. Daniel et moi avions essayé d'avoir un enfant l'année passée, mais en vain. C'était mon plus grand chagrin, et maintenant c'était devenu une arme utilisée par la maîtresse de mon mari pour m'insulter. Je serrai fermement mon verre, réprimant à peine l'envie de l'attaquer. Voyant mon silence, Laura pensa probablement que je compatissais avec elle. Elle se rapprocha, son haleine sentant l'alcool et le parfum, et murmura, « Tu sais quoi, Ellie ? Parfois, j'aimerais juste que cette sope disparaisse de ce monde. S'il n'y avait pas elle, Daniel serait tout à moi. On m'appellerait Madame Morgan,
je ne me cacherai pas comme ça. Un frisson me parcourut l'échine. Sous son extérieur naïf et matérialiste se cachait une âme vicieuse et calculatrice. Elle ne voulait pas seulement l'argent de Daniel, elle voulait ma position et peut-être même ma vie. On dit que les mots d'une personne ivre sont les pensées d'une personne sobre. Je sentais un réel danger venant de cette femme. Elle n'était pas aussi simple que je l'avais pensé. J'ai regardé profondément dans les yeux de Laura, qui était trouble par l'alcool mais brillait toujours de jalousie et de haine. J'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser cela continuer. J'ai prétendu être ivre moi-même, en bafouillant mes mots. De quoi parles-tu? Elle est sa femme légitime. Ne pense même pas à des choses aussi stupides. Laura ricana, un sourire tordu sur le visage. Légitime? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce sera bientôt du passé. Dans ce monde, celle qui gagne est celle qui a l'amour de l'homme et son enfant. Cette nuit-là, après avoir déposé une Laura fortement alcoolisée chez elle, je suis resté seul dans ma voiture pendant un long moment. Ces paroles résonnaient dans mes oreilles, j'aimerais qu'elles disparaissent. Cette malice latente m'a fait tout repenser. Mon plan devrait être accéléré et il devrait être plus décisif parce que mes ennemis ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient ma vie. Ce n'était plus une bataille pour récupérer mes biens et mon honneur, c'était devenu un combat pour la survie. Après cette soirée au bar avec Laura, j'étais plus vigilante que jamais. Bien que prononcées dans une stupeur alcoolique, ces paroles avaient planté une graine de doute et de peur dans mon esprit. Je savais que Daniel et Laura étaient capables de tout pour atteindre leurs objectifs. Et mon intuition ne me trompait pas. Environ une semaine plus tard, l'attitude de Daniel changea soudainement. Il devint inhabituellement affectueux et attentionné, tout comme lorsque nous étions tombés amoureux pour la première fois. Il ne s'agaçait plus quand j'allais au bureau. Il commença même à poser des questions sur mon travail. Plus particulièrement, il commença à cuisiner pour moi, préparant tous mes plats préférés. « Tu as tellement travaillé dur ces derniers temps. Tu as tellement maigri, dit-il en me tendant un bol de bouillon d'os fumant et riche. J'ai préparé ça pour t'aider à reprendre des forces. » Il me regardait avec des yeux aimants. Autrefois, j'aurais été ému aux larmes. Mais maintenant, cette attention soudaine me mettait seulement mal à l'aise. Comment un homme qui trompait sa femme, finançait sa maîtresse et leur enfant secret, et perdait tout son pouvoir au travail au profit de son épouse, pouvait-il être si sincèrement gentil avec elle? Il devait y avoir un motif sinistre derrière cela. En surface, j'ai joyeusement accepté le bouillon et loué sa cuisine, mais mon esprit était en état d'alerte maximale. Ce soir-là, j'ai fait semblant de prendre quelques gorgées, puis j'ai dit que j'avais trop mangé pour finir. J'ai secrètement transféré les restes dans un petit récipient hermétique et je les cachais dans mon sac à main. Le lendemain, en allant au travail, je me suis arrêté dans une animalerie et j'ai acheté un petit hamster blanc et très actif. Je l'ai nommé Pip. J'ai emmené Pip dans mon bureau privé à l'entreprise, une pièce que j'avais récemment aménagée pour avoir un espace personnel loin du regard de Daniel. À partir de ce jour, j'ai secrètement mis de côté une petite portion de chaque repas que Daniel me préparait. J'ai menti en disant que je l'emportais au bureau pour le déjeuner afin de gagner du temps, et je donnais toute cette nourriture à Pip. Pendant les jours suivants, Daniel continua son jeu de mari parfait. Il cuisinait toutes sortes de repas chers et nutritifs pour moi. Il apporta même une boîte de compléments alimentaires, disant qu'un ami les avait rapportés de l'étranger et qu'ils étaient excellents pour la santé des femmes. Bien sûr, je n'ai pas pris un seul comprimé. Je les ai écrasés et mélangés à la nourriture de Pip. Le hamster restait en bonne santé, courant joyeusement dans sa roue. Pendant un instant, je me suis demandé si je ne réagissais pas de manière excessive. Peut-être que Daniel regrettait sincèrement ses actes et voulait se racheter. Mais mon intuition me murmurait que les choses n'étaient pas si simples. Et puis mes pires craintes se sont réalisées. Environ 2 semaines après avoir eu Pip, je suis entré au bureau un matin pour le trouver recroquevillé dans sa cage, mort. Il n'y avait eu aucun signe de maladie, aucune blessure. Il était juste allongé là, son petit corps raide. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis effondré sur le sol, fixant d'un regard vide le corps minuscule de Pip. J'avais raison. Mes soupçons avaient été confirmés de la manière la plus cruelle possible. Daniel Morgan, l'homme avec qui je partageais mon lit, essayait de m'empoisonner. Il voulait que je meure lentement, sans laisser de traces, comme d'une maladie quelconque. Il devait utiliser un poison à action lente pour que, quand je mourrais,
tout le monde pense que c'était dû à une mauvaise santé. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais autrefois aimé. Il n'était pas seulement un traître, c'était un monstre, un meurtrier au sang-froid. Il essayait de me tuer pour être avec sa maîtresse et pour s'emparer de toute la fortune de ma famille. D'une main tremblante, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos du hamster mort, des récipients de nourriture que Daniel m'avait donnés, et de la boîte de compléments. Ce serait la preuve de son complot de tentative de meurtre. Pip, le petit hamster, avait sacrifié sa vie pour sauver la mienne. Je lui devais la vie, et je jurais que je ferais payer un prix terrible à celui responsable de sa mort. Ma colère et ma peur se transformèrent en une haine extrême. Mon plan de vengeance ne consistait plus seulement à réclamer justice, il s'agissait de sauver ma propre vie. La mort de Pip était un avertissement glaçant. Je ne pouvais plus vivre sous le même toit qu'un homme qui complotait de me tuer. Chaque moment avec Daniel devenait étouffant. Son sourire, son inquiétude, tout cela me paraissait dégoûtant et terrifiant. Je devais partir immédiatement, mais partir brusquement éveillerait les soupçons de Daniel. J'avais besoin d'une excuse plausible. Ce soir-là, après avoir secrètement enterré Pip, je suis rentré à la maison avec une expression fatiguée et triste. Daniel, comme d'habitude, m'accueillit avec un dîner somptueux. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas l'air bien, demanda-t-il, sa voix remplie d'une fausse inquiétude. Je soupirai en me frottant les tempes. Je ne sais pas. Je me sens si fatigué ces derniers temps, et je n'ai pas d'appétit. C'est peut-être le stress du travail. Alors allons voir un médecin demain, suggéra rapidement Daniel. Non, ce n'est pas nécessaire. Ça ira avec un peu de repos, dis-je, marquant une pause avant d'ajouter comme si l'idée venait de me traverser l'esprit, en fait, est-ce que ça irait si j'allais chez mes parents dans les Hantons pendant quelques jours ? Je ne les ai pas vus depuis un moment. Ma mère peut s'occuper de moi, et l'air frais me fera peut-être du bien. Pendant que je parlais, une lueur passa dans les yeux de Daniel, un éclair qui ne m'échappa pas. C'était un regard de joie. Il était heureux que je parte. Peut-être que cela faciliterait son plan, ou peut-être que cela signifiait simplement qu'il pourrait passer du temps librement avec sa maîtresse. Mais il masqua rapidement cette émotion et prit un air déçu. « Bien sûr, chérie. Va te reposer, mais tu vas me manquer énormément. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, dis-je, luttant pour empêcher la haine de faire trembler ma voix. Le plan fut accepté plus facilement que je ne l'avais prévu. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Allongé à côté de Daniel, écoutant sa respiration régulière, j'imaginais combien de nuits il était resté allongé près de moi, nourrissant de telles pensées monstrueuses. Même respirer le même air que lui me donnait la nausée. Au milieu de la nuit, après m'être assuré que Daniel dormait profondément, je me suis glissé hors du lit en silence. Je n'ai pas osé allumer les lumières, utilisant la faible lueur de mon téléphone pour me diriger. J'ai ouvert le placard, sorti une petite valise et commencé à faire mes bagages. Je n'ai pas pris grand-chose, juste quelques vêtements essentiels et, plus important encore, mes documents, ma pièce d'identité, les actes des propriétés à mon nom, les papiers de constitution de l'entreprise, et surtout, l'important compte d'épargne que ma mère m'avait offert pour notre mariage. C'étaient les choses qui assureraient mon avenir. Je ne pouvais pas les laisser tomber entre les mains de Daniel. J'ai tout fait dans un silence absolu. Le moindre bruit, comme la fermeture éclair de la valise, me faisait bondir le cœur dans la gorge. J'étais terrifié à l'idée que Daniel se réveille. C'était comme une évasion, fuyant un monstre endormi. Une fois mes bagages terminés, j'ai traîné la valise hors de la chambre sans bruit. Je n'ai pas eu le courage de regarder le visage de Daniel une dernière fois, si je le voyais, je savais que je ne pourrais m'empêcher de hurler. En bas, j'ai laissé un court mot sur la table, parti chez mes parents. Prends soin de toi pendant mon absence. Je t'aime. Les mots « je t'aime » me donnaient envie de vomir, mais je devais les écrire pour m'assurer que Daniel ne soupçonne rien. J'ai ouvert doucement la porte d'entrée, sorti la valise et l'ai refermée derrière moi. Au moment où la porte de notre maison commune s'est verrouillée, j'ai senti comme si un poids énorme m'avait été retiré des épaules. J'ai pris une grande inspiration d'air frais de la nuit, je me sentais renaître. Je suis sorti de la résidence sécurisée à la faveur de l'obscurité. Je ne suis pas allé chez mes parents, je ne voulais pas les inquiéter. Au lieu de cela, j'ai pris une chambre dans un hôtel de luxe en ville. Pour les prochains jours, ce serait mon quartier général secret.
Assise dans la chambre d'hôtel inconnue, regardant les lumières de la ville scintiller, je savais que mon combat était entré dans une phase nouvelle, plus intense et plus dangereuse. Mais je n'avais pas peur. Cette évasion de minuit m'avait donné la liberté, et j'allais utiliser cette liberté pour préparer ma contre-attaque finale. Pendant les quelques jours suivant mon départ de la maison, j'ai maintenu le semblant que j'étais chez mes parents dans les Hantons. J'envoyais des SMS et j'appelais Daniel quotidiennement, gardant une attitude inquiète et attentionnée pour qu'il ne soupçonne rien. Daniel, de son côté, semblait ravi d'avoir sa liberté. Il n'avait aucune idée que chacun de ses mouvements était sous ma surveillance. Je savais que j'avais besoin d'une dernière preuve, quelque chose d'indéniable qui exposerait l'intégralité du complot de Daniel et Laura. La preuve de l'empoisonnement de Pip était horrifiante, mais devant un tribunal, il pourrait encore soutenir que c'était une coïncidence. J'avais besoin de quelque chose de plus direct, de plus concret, et je soupçonnais que son téléphone recelait ses secrets. Le problème était d'y avoir accès. Il ne quittait jamais son téléphone des yeux. J'avais besoin d'une opportunité. Et cette opportunité se présenta un vendredi après-midi. J'ai appelé Daniel, ma voix délibérément faible. « Chérie, je ne me sens pas très bien. Pourrais-tu venir me chercher chez mes parents cet après-midi? Tu me manques tellement. » Daniel accepta immédiatement. Il pensait probablement que je m'étais assez reposé et qu'il était temps de poursuivre son plan. Cet après-midi-là, au lieu d'aller dans les Hantons, je suis allé directement au bureau. Je me suis rendu dans mon bureau privé et j'ai attendu. Tout était déjà préparé. J'avais demandé à Miss Song, une gestionnaire en qui j'avais confiance, de préparer plusieurs copies d'un rapport financier comportant de graves erreurs et des chiffres suggérant une perte énorme pour l'entreprise. Quand Daniel est arrivé, j'étais déjà dans la salle de conférence avec Miss Song et Monsieur Park, un chef de département qui m'était également fidèle. J'ai délibérément toussé quelques fois et pris un air pâle. « Désolé de te faire venir si soudainement, dis-je, montrant une pile de papier sur la table. Il y a un grave problème avec le rapport financier de ce mois. J'ai pensé que tu devrais le voir toi-même et le résoudre immédiatement. » Le visage de Daniel changea en regardant les chiffres. Il savait que si ces chiffres erronés s'ébruitaient, ce serait un coup dévastateur pour la crédibilité de l'entreprise. Il s'immergea immédiatement dans le travail, oubliant tout le reste autour de lui. Il s'assit rapidement, retira sa veste, et posa son téléphone et ses clés de voiture sur la table avant de commencer à travailler avec les deux gestionnaires pour trouver une solution. C'était le moment que j'attendais. Tandis que tout le monde était concentré sur les documents, j'ai discrètement ramassé le téléphone de Daniel. « Je me sens un peu fatigué, annonçai-je. Je vais me reposer un peu dans mon bureau. Prévenez-moi quand vous aurez fini. » Personne ne fit attention à moi. Je suis rapidement allé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Mon cœur battait la chamade. J'avais environ 15 à 20 minutes avant que Daniel ne résolve le faux problème. J'ai allumé l'écran du téléphone de Daniel. Un mot de passe. Pendant une seconde, je me suis figé. Quel est le mot de passe? J'ai pris une grande inspiration et je me suis creusé la tête. Daniel n'était pas une personne complexe, il utilisait généralement des chiffres qui avaient une signification pour lui. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. Ma date de naissance. Incorrect. Notre anniversaire de mariage. Également incorrect. Le temps passait et je commençais à avoir des sueurs froides. Mon plan ne peut pas échouer à cause d'un simple mot de passe. J'ai essayé de me calmer et de réfléchir, quels autres chiffres étaient importants pour lui? Soudain, le visage de Léo a traversé mon esprit. D'une main tremblante, j'ai entré la date de naissance de l'enfant, la date que j'avais vue sur l'acte de naissance que Laura m'avait montré avec fierté. Le téléphone s'est déverrouillé. J'ai senti tout mon corps se glacer. Dans son esprit, l'anniversaire de son fils illégitime était plus important que notre anniversaire de mariage. La douleur et la colère ont monté en moi, mais je les ai rapidement écartées. Ce n'était pas le moment d'être triste. J'ai rapidement accédé à son application de messagerie, et ce que j'ai trouvé était plus horrifiant que ce que j'aurais pu imaginer. Une discussion avec Laura était épinglée en haut. J'ai parcouru leur conversation. Ils ne parlaient pas seulement d'argent ou d'appartement, ils discutaient de leur plan pour s'occuper de moi. « Laura, bébé, quand vas-tu t'occuper de cette sope? Je ne peux plus attendre. »« Daniel, chérie, calme-toi. Tout se passe comme prévu.
Je pense que le truc fonctionne. Elle a l'air beaucoup plus faible ces derniers temps. Laura, mais si ce n'est pas suffisant? N'y a-t-il pas un moyen plus rapide, plus sûr? Daniel, non. Ça doit avoir l'air naturel. Veux-tu qu'on se fasse prendre? Sois juste patiente encore un peu. Tous ces biens seront bientôt à nous. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine lire. Laura était au courant du plan, en fait, elle insistait pour que cela arrive plus vite. Ils n'essayaient pas seulement de me tuer, ils en avaient après toute la fortune de ma famille. Je ne pouvais plus hésiter. J'ai utilisé mon propre téléphone pour prendre des photos de tout l'historique de leur discussion. Chaque message, chaque mot était une preuve de leur crime horrible. J'ai envoyé toutes les photos sur mon adresse email, puis j'ai effacé toute trace de mon activité sur le téléphone de Daniel. Juste au moment où je finissais, on frappa à la porte. C'était Daniel. J'ai rapidement verrouillé son téléphone, pris une grande inspiration pour me composer un visage, et j'ai ouvert la porte. « Est-ce fini ?» demandai-je, essayant de sourire. « Oui, c'est réglé. Juste une petite erreur de calcul. Rentrons à la maison. » J'ai hoché la tête. Dans la voiture sur le chemin du retour, j'étais assise à côté de l'homme qui avait essayé de me tuer, mais il n'y avait plus aucune peur dans mon cœur. J'avais la preuve finale et décisive. Il était temps de faire tomber le rideau sur cette pièce de théâtre. Avec la dernière pièce à conviction entre mes mains, je savais qu'il était temps de tout arrêter. Je ne pouvais pas attendre un instant de plus. Je devais agir immédiatement avant que Daniel et Laura ne commettent un autre acte odieux. Le lundi matin suivant, je suis arrivé au bureau très tôt. Je portais un tailleur pantalon noir strict. Mon maquillage était plus sombre que d'habitude et mes cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Je voulais avoir l'air autoritaire et décidé. J'ai convoqué mon assistante et lui ai donné un ordre. Annoncé à tous les départements, une réunion d'urgence de tout le personnel de Vance Morgan Développement est convoquée aujourd'hui à 9 heures précises dans la salle de conférence principale. La présence est obligatoire pour chaque employé, sans exception. L'ordre du jour sera annoncé lors de la réunion. Mon assistante fut un peu surprise par mon ton ferme et mon expression froide, mais elle exécuta rapidement mes instructions. La nouvelle de la réunion d'urgence se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise, suscitant de nombreuses spéculations. Personne ne savait ce qui allait se passer. À ce moment-là, Daniel est arrivé. Il est entré dans mon bureau avec un air légèrement agacé. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi as-tu convoqué une réunion générale sans me consulter ? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important ?» J'ai levé les yeux vers lui, mon regard vide de toute émotion. « Oui, quelque chose de très important. La survie même de cette entreprise est en jeu. Tu le sauras lors de la réunion. Oh, et n'oublie pas de t'asseoir au premier rang. C'est le siège du PDG, après tout. » Mon comportement inhabituel a laissé Daniel un peu perplexe, mais il n'a pas insisté davantage. Il pensait probablement que j'essayais simplement de l'embarrasser professionnellement à nouveau. Il ne pouvait pas imaginer que ce qui allait se dérouler serait 1000 fois pire que tout ce qu'il pouvait concevoir. À 9 heures précises, chaque employé de Vance Morgan Développement était rassemblé dans la grande salle de conférence. L'atmosphère était tendue et calme. Chacun était assis à sa place, les yeux fixés sur le podium où je me tenais. Daniel était au centre du premier rang, un soupçon d'arrogance encore sur le visage, comme il sied à son titre de PDG. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il s'assiérait sur ce siège. J'ai balayé la salle du regard une fois avant de laisser mes yeux se poser sur Daniel. Ma voix, calme et claire, a résonné dans la salle de conférence alors que je parlais dans le microphone. Bonjour à tous. Merci d'être venus avec un préavis aussi court. Je sais que vous devez tous vous demander pourquoi j'ai convoqué cette réunion soudaine. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Nous sommes ici aujourd'hui pour découvrir une vérité dégoûtante qui a été cachée au sein de notre entreprise depuis bien trop longtemps. Un murmure a parcouru la salle. Les gens se regardaient, confus. Daniel fronçait les sourcils, il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai fait signe à l'équipe technique, et le grand écran derrière moi s'est allumé. J'ai pris une grande inspiration. C'était l'heure du final. La vérité que je m'apprête à révéler, ai-je continué, concerne notre PDG, Monsieur Daniel Morgan. Tous les regards se sont tournés vers Daniel. Il était stupéfait,
son visage devenant pâle. Il s'est levé brusquement de son siège, sur le point de dire quelque chose. « Monsieur Morgan, asseyez-vous, je vous prie. » Ma voix glaciale l'a coupé net. Le clou du spectacle ne fait que commencer. Il serait dans votre intérêt de vous asseoir et de regarder jusqu'à la fin. Daniel s'est figé un instant, puis s'est lentement rassis dans son fauteuil. L'air dans la pièce était tendu comme une corde de guitare sur le point de rompre. La réunion qui allait sceller le sort de Daniel avait officiellement commencé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ai-je poursuivi, ma voix toujours égale mais maintenant empreinte de puissance, Vance Morgan Développement a été fondé entièrement avec le capital de ma famille. C'était un cadeau de mariage pour moi et Monsieur Morgan. Je lui ai confié la gestion complète de l'entreprise, espérant qu'il travaillerait avec moi pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Mais je me suis trompé. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande dans ma main. La première photo est apparue sur le grand écran. C'était la photo que j'avais prise de Daniel devant l'appartement de Miami, tenant des fleurs et des sacs de marque, le visage rayonnant. Voici le PDG Daniel Morgan lors d'un voyage d'affaires urgent à Miami. La salle a commencé à s'agiter. Daniel fixait la photo, le sang se retirant de son visage. Je ne lui ai pas laissé le temps de s'en remettre. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. L'écran est passé à un clip vidéo. C'était l'enregistrement audio de ma conversation avec Laura, superposé à des photos d'elle et de Léo provenant de ses réseaux sociaux. La voix claire de Laura a rempli la pièce, se vantant de son « homme autodidacte » et admettant que Daniel était le père de l'enfant. Mesdames et messieurs, cette femme et cet enfant étaient la véritable raison des voyages d'affaires de notre PDG. L'enfant a plus d'1 an, ce qui signifie que notre PDG trompe sa femme depuis le tout début de leur mariage. Les murmures dans la salle sont devenus plus forts. Tous les regards mélanges de choc, de mépris et de curiosité étaient fixés sur Daniel. Il restait figé sur sa chaise, les mains crispées en poing, le corps tremblant. Mais le spectacle n'était pas terminé. J'ai continué à présenter les preuves. Cette fois, c'était une succession de reçus et de relevés de virements bancaires, un sac à main de 15 000 $, un dépôt pour un appartement de plusieurs millions de dollars, et de nombreux autres achats de luxe pour sa maîtresse, le tout payé avec d'énormes sommes retirées du compte de l'entreprise. Et voici comment le PDG Daniel Morgan utilisait les fonds de l'entreprise. Il utilisait l'argent gagné grâce à notre sang, notre sueur et nos larmes pour financer le style de vie somptueux de sa maîtresse et de leur enfant. Le silence s'est brisé. Les gens ont commencé à parler à voix haute. Certains secouaient la tête de dégoût, d'autres marmonnaient des insultes. L'image respectable et compétente que Daniel s'était construite pendant si longtemps tombait en poussière. J'ai regardé Daniel droit dans les yeux, mon regard aussi tranchant qu'une lame. Le fait que tu me trompes et que tu me trahisses pourrait être considéré comme notre affaire privée. Mais le fait que tu détournes les fonds de l'entreprise et que tu trahisses la confiance de mon père et de chaque employé dans cette salle n'est plus une affaire privée. J'ai marqué une pause, laissant aux gens le temps de digérer ces informations choquantes, puis j'ai porté le coup final, le plus dévastateur. Mais tout cela n'est rien comparé au crime qu'il s'apprêtait à commettre. L'écran est passé aux dernières images, la photo du hamster mort, Pip, la photo du flacon de compléments alimentaires, et le plus terrifiant, la transcription complète des SMS entre Daniel et Laura discutant de leur plan pour m'empoisonner et s'emparer de mes biens. Conspiration pour meurtre de l'épouse et vol d'héritage. Les mots sont apparus en lettres rouges grâce au centre de l'écran, comme un acte d'accusation formel. À cet instant, la salle a explosé. Tout le monde s'est levé brusquement de son siège. Personne ne pouvait en croire ses yeux. C'était bien au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le PDG qu'ils avaient respecté était, en fait, un auteur de tentatives de meurtre de sang-froid. Daniel semblait avoir perdu la raison. Non, a-t-il hurlé. Elle me piège. Tout est inventé. Il a tenté de se précipiter vers le podium pour m'arrêter, mais des agents de sécurité sont immédiatement apparus et l'ont maîtrisé. J'ai regardé Daniel se débattre désespérément, avec des yeux froids et sans émotion. J'ai levé le micro et ma voix, forte et ferme, a dominé le chaos. En tant que présidente du conseil d'administration de Vance Morgan Développement, je déclare par la présente la révocation immédiate de Monsieur Daniel Morgan de toutes ses fonctions. Sécurité, veuillez escorter cet homme hors des lieux. La loi s'occupera du reste. Le drame était terminé. Daniel a été traîné dehors dans le déshonneur devant toute l'entreprise.
Je me tenais au podium, regardant le dos de l'homme qui fut autrefois mon mari. Je ne ressentais aucun triomphe, seulement un vide froid et creux. C'était vraiment fini. Après que Daniel a été expulsé de manière humiliante de l'entreprise, j'ai immédiatement fait changer les serrures du bureau du PDG et j'ai ordonné que son ordinateur et tous les documents connexes soient mis sous scellé. Je savais que le combat n'était pas encore terminé, il y avait encore des batailles juridiques à venir avec Laura. Comme je m'y attendais, environ 1 heure après la fin de la réunion, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'avais une bonne idée de qui c'était. J'ai répondu calmement. Une voix aiguë et pleine de haine a immédiatement jailli de l'autre côté. C'était Laura. Espèce de sale folle. Qu'est-ce que tu as fait à Daniel? Espèce de serpent venimeux. Tu l'as piégé, n'est-ce pas? J'ai écouté en silence, la laissant évacuer toute sa colère. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point elle devait être furieuse. Daniel l'avait sûrement appelé et lui avait tout raconté, tourné d'une manière qui faisait de lui la victime et de moi la méchante, bien sûr. Ce n'est qu'après que Laura a hurlé pendant un moment que j'ai parlé doucement. Ma voix était étonnamment calme. Laura, il semble que tu saches tout maintenant. Au lieu de m'appeler et de m'insulter, pourquoi n'irais-tu pas demander à ton amant ce qu'il a fait? Ne me raconte pas ces conneries. Daniel m'aime. Il a tout fait pour moi. Tu n'es qu'une vieille bique qui ne peut même pas avoir de bébé. Tu n'as pas pu garder ton mari, alors maintenant tu joues ces tours sales, a hurlé Laura. La phrase « ne peut même pas avoir de bébé » m'a piqué à nouveau, mais cette fois, cela n'a pas fait aussi mal. J'ai juste ressenti de la pitié pour son ignorance. Laura, savais-tu que Vance Morgan Développement, l'entreprise que ton cher homme autodidacte a prétendument bâtie, était en fait un cadeau de mariage que mes parents m'ont offert? Savais-tu que l'appartement dans lequel tu vis, la voiture que tu conduis, les objets de créateur que tu possèdes, tout cela a été acheté avec mon argent? L'autre bout de la ligne est devenu silencieux. Mes mots ont dû être un choc énorme. J'ai continué, ma voix toujours calme, mais chaque mot était un poignard. Penses-tu vraiment que Daniel t'aime sincèrement? Il n'a jamais aimé que mon argent, et il a utilisé mon argent pour acheter ton affection bon marché. Toi et lui n'étiez rien de plus qu'une transaction. Tu as vendu ton corps et ta naïveté, et il a utilisé l'argent de sa femme pour s'acheter de la satisfaction et un fils. Mensonge. La voix de Laura tremblait. Son arrogance initiale avait disparu. Tu penses que je mens? Alors va lui demander. Demande-lui si, sans mon argent, il aurait pu t'acheter un sac à main de 15 000 $ ou verser un acompte pour un appartement de plusieurs millions de dollars. Ou serait-il simplement un employé de bureau ordinaire gagnant un maigre salaire? L'aimais-tu, Laura, ou aimais-tu la vie glamour qu'il te peignait avec l'argent de quelqu'un d'autre? J'entendais des sanglots à l'autre bout de la ligne. Elle ne pouvait pas accepter la cruelle vérité. Et encore une chose, Laura, ai-je dit, portant le coup de grâce. Savais-tu que je suis Ellie, la chère grande sœur à qui tu as confié tous tes secrets? Mes derniers mots ont été comme une bombe. J'ai entendu un fracas à l'autre bout, Laura avait dû laisser tomber son téléphone. Un long silence a suivi. Je savais qu'elle était dans un état de choc profond au découvrir que la personne en qui elle avait le plus confiance, à qui elle avait révélé tous ses secrets, était sa plus grande ennemie. Après une longue pause, Laura a parlé dans le téléphone, la voix tremblante. Comment as-tu pu? C'est la question que je devrais vous poser, à toi et à Daniel. Pourquoi m'avez-vous fait ça? Ai-je rétorqué froidement. J'ai juste repris ce qui m'appartenait. Adieu. J'ai raccroché avant que Laura ne puisse dire un mot de plus. La confrontation était terminée. J'avais abattu toutes mes cartes. Je savais qu'après cet appel, la relation entre Daniel et Laura s'effondrerait sûrement. Un amour bâti sur des mensonges et l'argent ne pourrait jamais résister à l'assaut de la vérité et de la pauvreté. Immédiatement après avoir licencié Daniel, je n'ai pas perdu une seule minute. J'ai contacté le meilleur avocat que je connaissais, un ami proche de mon père. J'ai expliqué toute la situation et soumis toutes les preuves que j'avais recueillies, les photos, l'enregistrement audio, les SMS, les relevés bancaires et les résultats du rapport de toxicologie sur la nourriture, que j'avais secrètement commandé après la mort de Pip. Après avoir examiné toutes les preuves, mon avocat s'est émerveillé de n'avoir jamais vu une affaire avec des preuves aussi claires, convaincantes et parfaitement préparées. Il était confiant quant à une chance de victoire de près de 100%.
La demande de divorce a été rapidement déposée au tribunal. Les motifs du divorce étaient l'adultère du mari et la paternité d'un enfant né hors mariage, le détournement de fonds de l'entreprise et la conspiration pour le meurtre de son épouse. Un dossier épais de preuves était joint à la demande. Daniel, ayant été chassé de l'entreprise, semblait toujours être dans l'incrédulité. Il essayait sans cesse de me contacter, tantôt implorant mon pardon, tantôt proférant des menaces. Je n'ai répondu à aucun appel ni message. Pour moi, cet homme était déjà mort. Le procès s'est déroulé rapidement. Daniel a engagé un avocat, mais face aux preuves irréfutables que j'ai présentées, son conseil pouvait à peine trouver un mot à dire pour sa défense. Au tribunal, Daniel a tout nié jusqu'au bout, affirmant qu'il avait été piégé et que j'avais fabriqué les SMS. Mais lorsque l'enregistrement audio de la voix de Laura a été diffusé, et surtout lorsque le rapport de toxicologie a été présenté, il s'est complètement effondré. Le tribunal a rendu son verdict. Daniel et moi étions officiellement divorcés. Parce que Daniel a été reconnu entièrement responsable de la dissolution du mariage, il n'avait droit à aucun partage des biens que moi ou ma famille possédions avant le mariage, ce qui incluait Vance Morgan Développement. Même les biens matrimoniaux accumulés pendant le mariage ont été divisés d'une manière qui lui était extrêmement défavorable. Le domaine de Greenwich où nous vivions appartenait à mes parents, il a donc dû le quitter immédiatement. La voiture qu'il conduisait était enregistrée au nom de l'entreprise. Toutes les actions de Vance Morgan Développement, bien sûr, restaient miennes. La seule chose que Daniel a retirée du mariage était 50 000 $ en espèces, sa moitié des économies communes que nous avions accumulées au cours de l'année. Comparé à tout ce qu'il possédait autrefois, ce montant était une moquerie. Daniel est sorti de la salle d'audience avec un visage hagard. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un instant. En peu de temps, il avait tout perdu, son travail, sa réputation, son argent et sa famille. C'était le prix qu'il devait payer pour son avidité et sa trahison. Quand j'ai entendu le verdict, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, juste un sentiment de soulagement. Le cauchemar était enfin terminé. J'étais officiellement libéré de ce mariage toxique. J'avais protégé les biens de ma famille et mon propre honneur. En sortant de la salle d'audience, j'ai levé les yeux vers le ciel bleu clair. Un chapitre de ma vie s'était refermé. Devant moi s'ouvrait un nouveau chapitre, un nouveau chemin que je devrais parcourir seul. Mais je n'avais pas peur, je savais que j'étais assez forte pour recommencer à zéro. Après le procès, Daniel s'est retrouvé avec pratiquement rien. Expulsé du domaine et forcé de rendre la voiture de fonction, les 50 000 $ qu'il possédait suffisaient à peine à louer un petit studio et à repartir de zéro. Pour aggraver les choses, avec le stigmate d'être un adultère, un fraudeur et un auteur de tentatives de meurtre, aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Une fois l'argent et le statut disparus, Daniel ne pouvait plus subvenir au style de vie extravagant de Laura. L'appartement qu'il avait promis s'est évanoui comme un mirage. Il n'y avait plus de sac de créateur ni de cadeaux coûteux. L'amour que Laura avait tant vanté était maintenant soumis à l'épreuve la plus dure de la réalité, et il a échoué. Laura, qui avait été dévastée d'apprendre la vérité sur moi et Daniel, s'est complètement effondrée. Mais son effondrement s'est vite transformé en ressentiment. Elle blâmait Daniel pour tout, c'était à cause de son incompétence et de ses mensonges, pensait-elle, qu'elle et son fils se trouvaient dans cette situation précaire. L'appartement qui était autrefois leur nid d'amour est devenu un champ de bataille. « Tu es un homme inutile », a raconté plus tard un voisin l'avoir entendu hurler un jour. « Qu'est-ce que tu m'as promis ? Où est l'appartement, la voiture, mon statut ? Maintenant, nous devons vivre comme ça, cachés dans ce trou à rats. » Daniel, déjà embourbé dans la frustration et le désespoir, n'avait plus de patience pour l'apaiser. « Tais-toi. Si ce n'était pas pour ton avidité sans fin, je ne serais pas dans ce pétrin. Tu n'es qu'une chercheuse d'or. » Ouais, je suis une chercheuse d'or. Mais qui est-ce qui a attiré cette chercheuse d'or avec des choses matérielles en premier lieu ? Maintenant que tu es fauché, tu me rejettes la faute ? Espèce de lâche. Il se déchirait, s'accablant d'accusations. Les doux murmures d'amour ont été remplacés par des mots vicieux et méprisants. Le véritable amour, dont il s'était vanté, était plus fragile que de la porcelaine bon marché. Il s'est brisé sous la pression de la sinistre réalité. Finalement, l'inévitable s'est produit. Laura a pris l'enfant et est partie. Elle ne pouvait pas supporter une vie de pauvreté avec un homme raté et incompétent comme Daniel. Avant de partir,
elle a même pris une partie du peu d'argent qu'il restait à Daniel. Daniel était complètement anéanti. Il avait perdu sa femme, son travail, et maintenant la femme pour laquelle il avait tout risqué l'avait abandonné. Il est resté seul dans l'appartement vide, se noyant dans l'alcool et les regrets tardifs. Mais il était trop tard. Tout ce qui l'attendait était l'obscurité. L'amour qu'il avait essayé d'acheter en vendant son honneur et son intégrité s'était terminé de la manière la plus misérable qui soit. Après sa rupture avec Daniel, la vie de Laura était loin d'être facile. Sa source de revenus étant coupée, elle devait lutter pour élever son enfant seule. Sa haine pour Daniel s'est progressivement déplacée vers moi. Dans l'esprit superficiel de Laura, j'étais la source de toutes ses souffrances. Si ce n'était pas pour moi, elle serait encore une femme choyée vivant dans le luxe. Cette haine grandissait de jour en jour, paralysant sa raison et finissant par se transformer en une obsession folle. Je soupçonnais que Laura ne me laisserait pas tranquille. Après le divorce, j'ai engagé une sécurité personnelle et je faisais preuve de prudence dans tout ce que je faisais. J'avais l'intuition que le danger n'était pas encore écarté. Et j'avais raison. Un soir, je rentrais du bureau après une longue journée. Ma voiture roulait sur une route tranquille à la périphérie de la ville. Soudain, un taxi est arrivé à toute allure par l'arrière, klaxonnant et conduisant de manière erratique comme s'il essayait de forcer ma voiture à se ranger sur le côté. Mon chauffeur, Monsieur Choi, un professionnel expérimenté, a senti que quelque chose n'allait pas et a gardé le volant ferme, essayant de maintenir une distance de sécurité. Mais le taxi est devenu de plus en plus agressif. Il a soudainement accéléré, a dépassé ma voiture, puis a fait une embardée devant nous, nous forçant à nous arrêter. La porte arrière du taxi s'est ouverte et Laura en est sortie. Son visage était décharné, et ses yeux étaient injectés de sang et remplis de haine. Elle ressemblait à une femme qui avait perdu la raison. « Eleanor Vance » a-t-elle hurlé. « Sors de la voiture. Tout est de ta faute. Je vais te tuer aujourd'hui. » J'étais assise dans la voiture, le cœur battant la chamade, mais j'essayais de rester calme. J'ai fait signe à Monsieur Choi et à mon garde du corps de ne pas agir de manière irréfléchie. Laura n'a plus rien dit. Elle a soudainement couru vers le côté conducteur du taxi et a commencé à se battre avec le chauffeur. Le jeune chauffeur de taxi, confus par la situation, a été pris au dépourvu alors que Laura réussissait à le pousser de côté et s'emparer du volant. Elle a écrasé l'accélérateur, et la voiture a rugi, se dirigeant droit sur la mienne. Tout s'est passé en un instant, mais heureusement, j'étais préparé. Monsieur Choi, avec ses réflexes entraînés, a immédiatement tourné le volant et a passé la marche arrière, évitant une collision frontale. Le taxi que Laura conduisait a perdu le contrôle et s'est écrasé de plein fouet contre un grand arbre sur le bord de la route. Un horrible bruit d'impact a retenti. L'avant du taxi s'est froissé comme du papier, et de la fumée a commencé à s'élever. Mon garde du corps a immédiatement appelé la police et une ambulance. J'étais assise dans la voiture, tremblante, en regardant la scène chaotique se dérouler devant moi. Si je n'avais pas été préparé aujourd'hui et si Monsieur Choi n'avait pas réagi à temps, je ne serais probablement plus en vie. La haine avait transformé Laura en monstre. La police et l'ambulance sont arrivés rapidement. Laura était coincée dans la voiture et assez sérieusement blessée, mais ses jours n'étaient pas en danger. Même après avoir été secourue, elle n'arrêtait pas de hurler mon nom et de proférer des insultes. Cette tentative de meurtre raté a mis fin à la liberté de Laura. Ses actions folles et stupides l'ont menée droit en prison. La haine n'a pas ramené ce qu'elle avait perdu, au lieu de cela, elle lui a enlevé tout ce qui lui restait, y compris son avenir. L'incident où Laura a essayé de m'écraser a provoqué une onde de choc dans la communauté. Avec les preuves claires sur les lieux et les témoignages du chauffeur de taxi et de moi-même, Laura ne pouvait pas nier son crime. J'ai décidé de saisir cette occasion pour tout mettre en lumière. J'ai soumis à la police toutes les preuves liées au crime de Daniel et Laura, de la liaison, de la fraude et du détournement de fonds au complot pour m'empoisonner. Mon affaire de divorce s'est alors transformée en une enquête criminelle majeure. La police a agi avec célérité. Daniel a été immédiatement convoqué pour interrogatoire. Face aux preuves irréfutables, en particulier les SMS et le rapport de toxicologie, il a finalement dû admettre sa culpabilité. Il a avoué qu'il avait conspiré avec Laura pour m'empoisonner lentement et s'emparer de mes biens. Le procès de Daniel et Laura s'est tenu publiquement. J'ai assisté à l'audience en tant que victime. En voyant ces deux personnes, l'une qui fut mon mari,
l'autre que j'avais traité comme une sœur assise dans le box des accusés, je ne ressentais plus de haine. Je ne ressentais que de la pitié. Leur avidité et leur malveillance avaient détruit leur propre vie. Laura a reçu la peine la plus lourde pour tentative de meurtre. Son crime a été considéré comme un acte extrêmement dangereux qui représentait une grande menace pour la société. Le tribunal l'a condamnée à 20 ans de prison. En entendant le verdict, Laura s'est effondrée au sol, sanglotant de manière incontrôlable. Peut-être n'a-t-elle réalisé qu'à ce moment-là l'étendue de sa bêtise. Mais il était trop tard, son avenir se passerait entre les murs froids d'une prison. Daniel a été inculpé de conspiration pour meurtre. Bien que ses actions n'aient pas directement entraîné la mort, son complot et ses méthodes ont été jugés extrêmement cruels et malveillants. Le tribunal a condamné Daniel à 7 ans de prison. Ils avaient reçu leur juste punition pour les crimes qu'ils avaient commis. La justice a été rendue, et tout le ressentiment et la haine pouvaient maintenant être apaisés. J'ai regardé Daniel et Laura être emmenés par les huissiers. Les deux personnes qui avaient autrefois tout sacrifié pour l'argent et le désir allaient maintenant passer leur jeunesse à en payer le prix en prison. Je suis sorti de la salle d'audience, un sentiment de paix m'envahissant. Mon combat était vraiment terminé. J'avais gagné non pas avec la satisfaction d'une personne vengeresse, mais avec résilience et foi en la justice. Je m'étais protégé, ainsi que ma famille, et j'avais récupéré ma dignité. 1 an après le procès, j'ai appris que Daniel voulait me voir. C'était une demande pour me voir une dernière fois avant son transfert dans une autre prison. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté. Je sentais que j'avais besoin d'une rupture complète avec le passé, d'une conclusion finale. J'ai rendu visite à Daniel à la prison. L'homme assis derrière la cloison vitrée n'était plus le PDG élégant et sophistiqué que je connaissais autrefois. Il était décharné. Ses cheveux étaient parsemés de gris, et son visage était marqué par de profondes rides de fatigue et de regret. Quand il m'a vu, Daniel a baissé la tête, incapable de croiser mon regard. Après un long silence, il a parlé dans le combiné, la voix tremblante. « Je suis désolé, Eleanor. Je sais qu'il est trop tard pour que ce que je dis ait de l'importance, mais je suis vraiment désolé. J'ai eu tort. J'ai été aveuglé par l'argent et l'avidité. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait, à toi et à ta famille. » J'ai écouté en silence. Ces excuses, il y a 1 an, auraient pu me causer de la douleur, mais maintenant, elles ne suscitaient aucune émotion en moi. « Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi, » ai-je dit d'une voix ferme. La personne envers qui tu dois t'excuser, c'est toi-même. J'espère que tu réfléchiras à tes actes en prison, et que quand tu sortiras, tu pourras mener une vie honnête. Nous sommes restés assis en silence un moment. Il n'y avait plus rien à dire. Le passé était devenu une cicatrice indélébile. Je me suis levé et j'ai reposé le combiné. Eh bien, je m'en vais. Prends soin de toi. Je suis parti sans me retourner. Cette brève rencontre mettait officiellement fin à tous les liens entre nous. À partir de ce moment, Daniel Morgan n'était plus qu'un nom du passé, une leçon coûteuse que la vie m'avait apprise. Après avoir réglé tous les vieux comptes, j'ai consacré toute mon énergie et mon attention à mon travail. J'ai pris le contrôle total de Vance Morgan Développement, gérant tout moi-même. Les connaissances en affaires que j'avais apprises de mon père et mon expérience pratique m'ont aidé à me mettre rapidement à niveau. J'étais forte, décisive et j'avais une vision claire. Sous ma direction, non seulement l'entreprise s'est remise du récent scandale, mais elle est devenue plus forte chaque jour. Je n'étais plus la jeune femme protégée vivant dans la soie, ni l'épouse confinée à son foyer, j'étais devenue une femme d'affaires véritablement indépendante et accomplie. Quelques années plus tard, j'étais solidement établie sur mes 2 pieds. Vance Morgan Développement était devenue l'une des meilleures entreprises du secteur. J'ai même racheté une part importante de l'entreprise de mon père, Vance Consolidated, devenant l'un de ses plus gros actionnaires. J'avais prouvé à tout le monde, et surtout à moi-même, que je pouvais réussir par mes propres mérites. Parfois, j'entends des nouvelles des personnes de mon passé. Daniel a été libéré plus tôt pour bonne conduite et vit maintenant une vie tranquille comme simple employé de bureau dans une ville lointaine. Laura est toujours en prison, et personne ne sait quand elle pourrait être libérée. Je leur ai pardonné non pas parce qu'ils méritaient le pardon, mais pour ma propre paix d'esprit. Garder de la haine ne ferait que m'alourdir. Un après-midi de week-end, je me tenais sur le balcon de mon nouveau Penthouse, regardant la ville scintillante de lumière. J'étais seul,
Mais jamais isolé. J'avais une carrière réussie, de bons amis, et une vie libre et heureuse. Les cicatrices douloureuses du passé avaient fait de moi celle que je suis aujourd'hui, une version plus forte et plus résiliente de moi-même qui sait s'aimer davantage. Des cendres de la trahison, j'étais né à nouveau comme un phénix, plus vibrante et belle que jamais. Ma vie ne faisait que commencer.